Bonjour à tous, bienvenue sur cette petite vidéo sans prétention pour essayer de vous montrer tout simplement comment monter un kit en métal. Un kit de wagon tout simple, ce sera un wagon type USA 1945, très proche d'aspect des wagons TP bien connus, et reproduit maintes fois, tant par Fleischmann que par RE ou d'autres fabricants avant ça. Alors avant de commencer, je vais quand même faire un petit point sur une question récurrente qui vient toujours, mais avec quoi on soude des kits Téton? Alors moi j'utilise très peu de matériel, du matériel simple, pas très cher. On me dit souvent, bah oui mais toi t'es un professionnel, tu dois avoir du beau matos, du matos pro. Bah non, en fait j'utilise très peu de choses. J'utilise tout simplement un fer à souder Antex, 25 watts. Celui-là a déjà pas mal de kits à son compteur. Vous voyez, la panne est quand même pas mal abîmée. Elle est encore tout à fait utilisable. Et vous voyez, c'est pas une panne courante, pas une panne comme on peut trouver pour les fers, pour l'électronique, qui sont en général pointus. Si c'est une panne biseautée, ça a toute son importance dans le montage de kit, parce que cette panne permet d'avoir un bon échange thermique, tout simplement. On a une grosse surface de contact avec les pièces qu'on va souder, et ça a vraiment son importance, vous allez le voir par la suite. En termes d'outillage, il faut également l'outillage de base de tout maquettier, je dirais. J'utilise quelques pinces plates, une pince coupante, des Bruxelles. Alors celle-là aussi, elle a bien vécu, bon, c'est un petit peu ma pince fétiche. Je l'aime beaucoup, elle est bien usée, mais elle marche toujours très très bien. Après, bien entendu, des tournevis, des limes. Les limes, c'est important. Moi, j'utilise des limes diamant. C'est pas beaucoup plus cher que des limes classiques en acier. Ça a l'avantage d'être beaucoup plus durable dans le temps et d'être très fin au niveau de la coupe. Alors là, c'est une lime plate, mais j'ai aussi, voilà, je l'ai pas sous la main, mais elle est quelque part sur l'établi, enfouie sous d'autres choses. J'utilise également une lime type queue de rat, donc une lime ronde. Ah bah tiens, la voici, elle était un petit peu perdue, comme je disais. Et parfois, mais c'est beaucoup plus rare, une lime tire-point, qui va permettre de dégager certaines gravures qui peuvent être un peu ratées. Après, bien entendu, j'utilise d'autres outils, tout ce qu'il y a de plus courant. Je disais tout à l'heure tournevis, mais ça peut être aussi, bah oui, un outil très important qui est la cisaille à photo découpe. Alors moi j'utilise une cisaille Xuron. Alors celle-là c'est un modèle qui est un petit peu fatigué. J'en ai une autre qui est en un petit peu meilleur état. Celle-là. Qui donc a l'avantage d'avoir des becs relativement fins et aiguisés, et qui permet de découper la photo découpe très proprement. Bon, je vous expliquerai un petit peu après comment la couper propre et nette, de manière à bien travailler. Bon, on peut aussi couper la photo découpe avec un simple cutter, mais bon, la pince Xuron est quand même un outil qui permet de faire un travail beaucoup plus propre. S'ajoute à ça une mini perceuse. Bon, ça aussi, je pense que tout le monde a. Bon, là, la mini elle est quand même moyenne, c'est un modèle Proxon. Bon, vous pouvez utiliser aussi du Dremel ou ce que vous voulez d'autre. Ici, elle est équipée avec un disque diamanté. Bon, pourquoi un disque diamanté? Parce que moi, je monte quand même pas mal de kits, et le disque diamanté a quand même une durée de vie bien plus importante, même si c'est plus cher. Il a aussi le gros intérêt de pas casser, contrairement aux disques corindon de base qui ont tendance à voler en éclats quand on coupe certaines pièces. Bon, si vous voulez quand même utiliser des disques en corindon qui sont effectivement meilleur marché, je vous recommande d'utiliser des disques armés. Donc, je sais pas si vous voyez là sur la vidéo, qui sont toilés en fait. Et cette armature permet d'empêcher que ces disques cassent. Par contre, ils ont deux inconvénients par rapport aux disques diamantés, c'est qu'ils sont un petit peu plus épais, donc ils coupent un peu moins précisément. Et ils sont également, ne permettent pas non plus de faire de mettre à nu les surfaces de certaines pièces, notamment les pièces en fonderie. Ça aussi, c'est un aspect qu'on verra un petit peu plus tard dans la vidéo. Voilà, donc là c'était le petit point outillage. J'ai oublié de parler des forêts également. Et toujours dans le chapitre de la mini perceuse, un outil qu'on utilisera en finition, qui est tout simplement une brosse à fil inox, qui va permettre d'éliminer les résidus de soudure ou autres petits dégâts. Voilà, alors là c'était le point outillage. Maintenant on va aussi faire un petit point sur les produits.
Alors là non plus, il n'y a pas beaucoup de produits miracles. Bon, moi j'utilise bien sûr les produits Raicolor, qui sont des produits que je commercialise depuis maintenant bien longtemps, un produit que j'ai repris à Gérard Huette, qui avait donc créé cette gamme il y a maintenant pas loin de 35 ans, si je dis pas de bêtises. C'est des produits qui ont fait leurs preuves. Donc on utilise tout d'abord des fils de soudure. Donc moi j'utilise des fils de soudure pleins. Alors, par rapport aux soudures électroniques, le fil de soudure plein présente le gros avantage de ne pas contenir d'âme décapante. Alors c'est un avantage, un inconvénient si vous me direz, parce que il n'y a pas de flux du coup. Ben oui, ben, sauf qu'on utilise bien entendu un flux qu'on apporte en plus sous forme liquide. Donc ce flux, le voici, bon là le flacon est sale parce que bon je l'utilise et le réutilise depuis des années. C'est un flux spécial également pour métaux cuivreux. Et donc qui vient compléter les soudures en fil plein. Bon là j'ai une soudure étain plomb classique qui font à 180 degrés et une soudure bismuth qui font à 145 degrés. Elles ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. La soudure classique étain plomb que tout le monde connaît pour un usage courant pour l'assemblage de la plupart des pièces. Et la soudure bismuth elle va permettre de souder des pièces un peu plus massives, notamment des pièces en fonderie qui sont très utilisées sur les kits en métal. Ou d'étamer là aussi des grosses pièces. Ça permet d'avoir une soudure qui va s'étaler finement sans gros apport de chaleur. On utilise aussi de la soudure étain argent pour d'autres assemblages. Bon là j'en ai pas sous la main, mais c'est une soudure qu'on utilise aussi couramment pour tout ce qui a besoin d'un peu plus de solidité. En plus de ça, on utilise de la soudure liquide, qui a aussi ses avantages pour faire des empilements notamment. La soudure liquide, elle se présente sous forme d'une pâte, tout simplement. Donc c'est un mélange de poudre de plomb et d'étain, au dosage 60-40, comme le fil d'étain plomb. Et donc vous voyez, ça, il faut bien la mélanger parce qu'elle est sous forme liquide. Donc cette poudre est mélangée dans son flux. Et c'est un petit peu une pâte qui va venir s'étaler entre les pièces des kits. Là aussi, je reviendrai en détail là-dessus un petit peu plus tard pour vous expliquer comment ça marche. Voilà, donc ça c'était la première partie de notre vidéo consacrée à l'outillage. Vous voyez, il n'y a rien de bien sorcier, rien de bien coûteux, juste de l'outillage de base que tout modéliste doit posséder dans son trousseau. Voilà, cette première partie de vidéo est terminée. À tout à l'heure pour la suite, le montage de kit proprement dit. Consacré au montage du kit proprement dit. Nous allons donc attaquer l'assemblage du wagon plat USATC de 1945. Ce wagon plat a été construit pour le compte de l'armée américaine aux États-Unis. D'ailleurs, je me demande s'ils n'ont pas été assemblés pour partir en France comme leurs ancêtres, les wagons TP 1918. Toujours est-il que ces wagons se sont retrouvés dans les stocks des surplus de l'armée américaine après la fin de la libération. Et un certain nombre de réseaux européens en ont acquis, en plus ou moins grande quantité, plusieurs milliers pour ce qui est de la SNCF, mais on a eu également en Allemagne de l'Ouest, en RFA, la Deutsche Bundesbahn, et au chemin de fer hollandais, les NS, qui en ont également possédé. J'en possède quelques photos transmises aimablement par un client qui se reconnaîtra peut-être en visionnant cette vidéo. Donc le kit est constitué donc principalement de cette plaque en maille-shore photogravée. Il comporte assez peu de pièces, ce qui le rend assez facile à monter, somme toute, et assez rapide surtout. Il n'y a pas de piège particulier, c'est vraiment un wagon très simple. Alors le maille-shore que vous voyez ici, c'est du maille-shore gravé par un industriel qui est spécialisé dans ce travail. Ça permet d'avoir vraiment une finesse et une précision de gravure irréprochable. Et vraiment une qualité très, très au-dessus de ce qu'on pouvait trouver autrefois lorsque les gravures étaient réalisées à partir de film offset, parce que là il faut savoir qu'on est sur une installation laser direct, donc les plaques sont insolées une à une avec un procédé laser. Il n'y a plus du tout de film physique avec les décalages et les distorsions qui pouvaient se produire avec cette ancienne technologie. Alors le maille-shore présente aussi un gros avantage par rapport au laiton, c'est qu'il est beaucoup plus rigide. Il est donc beaucoup plus facile d'assembler sans déformation des pièces relativement fines, notamment tous ces petits décors de caisse
qui se tiennent parfaitement droit lors des manipulations, ce qui serait beaucoup plus difficile avec du laiton. Alors en plus de cette pièce gravée en photo découpe de MyShore, on a sur ce kit, comme dans beaucoup de kits laiton, quelques pièces en fonderie. Bon là ça se limite à une grappe de tampon et un cylindre réservoir d'air de frein. Là c'est une pièce typique des USA, qu'on retrouvait aussi sur les wagons type TP et surtout les wagons USA 1945. On les retrouve aussi sur certains wagons de type standard en début de carrière, notamment ceux qui ont été construits par l'industrie américaine et livrés en kit en France après la libération. Les tampons ici sont du type OSEM. Le kit de série sera livré avec des tampons USA ou au choix avec ce type de tampons OSEM. Ils ont connu les deux en réalité. Les tampons USA par contre sont restés installés sur les wagons qui ont circulé en Allemagne et en Hollande. En plus de ça, ça ajoute bien entendu des bogies. Alors ici ce sont des bogies type Bettendorf, là qui sont livrées tout montées, ce sont des bogies d'origine américaine, fabrication Kelly. Ils sont strictement conformes aux bogies Bettendorf de 1945 qui équipaient les vrais wagons. Et là c'est le gros avantage de les avoir tout montés sans rien de particulier à faire pour pouvoir les assembler. Ils sont fixés au wagon par ces deux petites pièces décolletées qui sont des pivots. Ça aussi, les pièces décolletées, ce sont des pièces qu'on retrouve couramment dans les kits laiton. Ce sont des pièces tout simplement qui sont usinées dans des barres de laiton brutes par tournage ou par usinage. Il peut y avoir du fraisage. C'est généralement fait soit sur des tours à cam, des tours automatiques ou des tours à commande numérique. Et bien entendu, les traditionnelles vis et rondelles qui servent à terminer cette fixation. Voilà, donc là on a fait le tour du contenu du kit. Bon, s'ajoute à ça qui sont pas sur la photo parce que pas encore fabriqués à l'heure actuelle, il s'agit d'un prototype. S'ajoute à ça également un plancher en bois découpé et gravé au laser. Ça donne une fois peint, collé, décoré, je vais vous montrer un exemple sur un autre wagon, ça donne ce résultat là, ça permet d'avoir un plancher en vrai bois, en bois d'arbre, comme disait souvent Gérard Huette à propos de ces wagons, des planchers de ces wagons. S'ajoute également à ça une planche de décalcomanie, qui elle non plus n'est pas encore imprimée à l'heure actuelle. Voilà pour la composition du kit. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'assemblage proprement parlé du kit. Mais bon, avant d'assembler, bien entendu, il faut commencer par découper les pièces. Par détacher, pardon, les pièces. Alors, pour détacher les pièces, on en a parlé dans la précédente vidéo, on utilise pour moi, à part, j'utilise en tout cas une cisaille à photodécoupe, donc la fameuse cisaille Xuron. Et cette cisaille, donc, on va, je sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, c'est pas évident avec le reflet de la lumière, on va passer la lame de la cisaille entre la patte et le cadre de photodécoupe, et la pièce à couper, bien entendu. Et hop, on coupe. Vous avez entendu le petit clic, on découpe. Alors on va pas détacher toutes les pièces, on va détacher que les pièces dont on a besoin. En l'occurrence, première pièce à utiliser, c'est effectivement le plancher. Hop. Voilà, vous voyez, c'est relativement simple. Donc là, c'est le cas de la découpe à la cisaille. Bon, là, à cet endroit-là, la découpe est... Je ne sais pas si vous voyez bien dans le cadre. La découpe est moins facile parce qu'il n'y a pas assez de largeur. Voilà, vous voyez, c'est une petite correction à apporter sur le dessin du modèle de série éventuellement, bien que ce soit pas tout à fait indispensable. Voilà, là j'ai découpé pratiquement tout. Et ensuite, on peut également terminer. Je vais vous montrer également comment faire en découpant les deux dernières pattes avec un cutter. Donc, cutter classique, comme vous voyez, que tout le monde possède. On se place sur une surface en carton relativement dur, moi j'utilise des vieux calendriers, et hop, on coupe avec le cutter en plaçant la lame bien contre la pièce. Bon, ça présente quand même un petit inconvénient par rapport à la cisaille, bon là c'est pas le cas, mais quand on a des pièces assez fines, notamment les décors, ça a tendance quand même à déformer la pièce, donc c'est pourquoi vraiment je recommande d'utiliser la cisaille Xuron plutôt que le cutter. Voilà, donc là on a détaché la première pièce. Alors on va vérifier un petit peu autour comment elle se présente. On voit que sur la tranche il y a quelquefois des petites bavures au niveau de la patte. Et donc là on prend tout simplement la fameuse lime diamantée et on vient légèrement limer
les petites parties qui dépassent, de manière à vraiment avoir une tranche qui n'accroche pas. Bon, faites attention quand même de ne pas vous couper, ça peut être un peu tranchant. Donc voilà, on élimine toutes les bavures. Alors ici vous voyez des petites pattes. Alors ces pattes surtout, ne les limez pas parce qu'elles sont très importantes pour l'assemblage des pièces qui vont suivre. On poursuit donc les bavurages à la lime. Et voilà. Alors je vais quand même mettre de côté les bougies pour pas les salir. Parce que bon, quand on va souder, il va y avoir des projections. Je me suis de côté les vis et les rondelles. Hop. Toujours prévoir à portée de main des petites boîtes pour stocker ces pièces. Bon, des boîtes, on en trouve un petit peu à l'appel, des boîtes de décodeurs notamment. Toutes sortes de blisters, d'emballages qu'on peut récupérer, des pots de vitamine C, ou de produits de ce genre. Ou même un client qui m'avait donné l'astuce une fois d'utiliser des piluliers qu'on trouve en pharmacie, qui sont généralement offerts d'ailleurs par les pharmaciens, qui sont bien pratiques pour mettre à disposition des petites pièces qui constituent les kits. Voilà, donc une fois le dégrappage terminé, on va se munir de la petite pince Bruxelles et rabattre les fameuses petites pattes qui sont ici. Alors ces petites pattes, ce sont tout simplement les pattes destinées à recevoir les attelages, donc qui seront montées à toute fin, mais il vaut mieux plier les pattes maintenant. Donc là, on passe tout simplement les becs de la pince dans la lumière, on repousse un peu de manière à rattraper en fait donc avoir de la prise sur les pattes par l'intérieur, et une fois fait, on les redresse à 90 degrés. Bon là, il n'y a rien de plus à faire sur ces pattes que les plier de la sorte. Ensuite, on continue. Voilà, donc j'ai détaché de la plaque les deux longerons de châssis, posé la plaque bien à plat, sur laquelle on aura donc plié préalablement les agrafes de fixation d'attelage. Alors, sur l'un des longerons, vous voyez qu'il y a une petite excroissance. Alors, cette excroissance, c'est en fait le support de cylindre de frein et de réservoir d'air en fonderie, que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez qu'il y a, à la limite entre le longeron et l'excroissance, ce qu'on appelle une demi-gravure. Donc, c'est un trait en creux dans la mi-épaisseur de la pièce. C'est tout simplement un trait de pliage. Qui va faciliter la mise en forme donc de la pièce. Alors on a deux cas de figure, des pliages qui sont de 0 à 90 degrés, auquel cas la demi-gravure va se situer à l'intérieur du pli, et les pliages de 90 à 180 degrés, où les traits de pliage, cette demi-gravure, donc va être à l'extérieur de ce pli. Ça a son importance, parce que dans un sens, si vous pliez dans le mauvais sens, ça va forcer un moment ou un autre et risquer de casser la pièce. Donc toujours bien à respecter, en général je précise dans la notice, à l'intérieur du pli ou à l'extérieur du pli. Alors là donc c'est un pli à 90 degrés, donc à l'intérieur du pli. On prend une pince, on essaie de prendre une pince avec des becs assez fins pour pouvoir passer sous le tirant de châssis sans trop le déformer. Il faut le déformer un petit peu, on n'a pas le choix. On pince la partie à plier, et on plie, tout simplement. Ça va se plier tout seul, ça va faire un pli bien régulier, ça va prendre le pli, tout simplement, hein, c'est d'où l'expression. Et vous voyez, on a un beau pli à 90 degrés. Alors ce pli, moi je conseille quand même de le renforcer, parce que si on le laisse en l'état, il pourrait très bien se déformer et se déplier, et puis à force finir par se casser. Donc quand on dit de renforcer les plis, et bien tout simplement ça consiste à souder, hein, donc à mettre un petit peu de soudure dans le pli. Alors tiens, pour commencer, je vais vous montrer la soudure avec et sans flux. C'est le bon moment pour faire ce genre d'exemple. Alors je sais pas si on voit bien, l'éclairage n'est pas très bien placé. Alors là, je prends le fer à souder. Alors déjà, contrairement à l'électronique, on prend la soudure sur la panne et non sur la pièce. Donc je mets un petit peu de brasure sur la panne, et puis là je vais vous montrer, voilà, si je fais ça, ça fait rien. La soudure perle et elle n'a aucun effet, puis en plus de ça, si je repose le fer, si je gratte un peu, je pense même vous voyez,
hop, elle saute, elle ne tient absolument pas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une mauvaise soudure. D'où l'intérêt du flux. Alors, avec le flux, je badigeonne un petit peu de produit, hop. Après, peu importe la quantité, hein, pas obligé d'aller avec parcimonie ou quoi que ce soit. Bon, j'ai encore assez d'étain sur la panne de mon fer. Et là, donc, je passe. Vous voyez, ça fume un peu, ça fait pchit. Et là, on a une belle soudure bien brillante, qui tient, et qui fait le job. Il n'y a pas de secret, bah c'est vraiment le flux, et encore du flux. C'est ça vraiment la recette de la soudure. Alors, une fois mis en place, une fois plié, pardon, et renforcé, on peut mettre en place ce longeron. Alors, vous voyez, l'assemblage tenon mortaise se fait très facilement. Hop, ça rentre sans problème, pas d'ajustement à faire, juste maintenir en place. Voilà, ah, là, je vois que j'ai oublié le petit coup de lime ici, ça plaque pas correctement. Ça c'est important parce que si vous plaquez mal ce longeron sur le plancher, vous allez avoir un plancher qui sera un petit peu de guingois. Là aussi j'ai oublié. Le plancher sera un peu de guingois et puis votre kit forcément sera bancal. Hop, on recommence, on met en place. Hop, on maintient avec la bruxelle. De la main droite, de la main gauche, on prend du flux, on badigeonne sur toute la longueur. On ne regarde pas la quantité. Hop. On reprend de la main gauche ou de la main droite. Moi j'ai la faculté de savoir me servir un petit peu des deux mains pour le fer à souder. Donc je maintiens bien verticalement, perpendiculairement par rapport au plancher, donc la pièce. J'ai mis de l'étain sur la panne de mon fer. Et là, je fais ce qu'on appelle un pointage. Et on pointe de préférence au milieu de la pièce. Hop. Voilà. Là, j'ai fait un pointage. Mon assemblage tient. C'est soudé. Là, je me libère ma main droite, ce sera plus facile quand même. Je prends la pince de la main gauche. Je prends un beau brin de soudure sur la panne. Je plaque. J'espère que vous voyez bien sur la vidéo. Je plaque l'assemblage, toujours de manière à bien le maintenir vertical. Et là, je prends ma soudure et je la tire. Toujours de l'intérieur vers l'extérieur de la pièce. Alors quand je vois qu'il n'y a plus suffisamment de brasure, je recharge un peu le fer. Bon, faut pas hésiter à patienter un petit peu si vous voyez que ça file pas tout de suite. Il faut vraiment un fer bien chaud et laisser le temps à la pièce de chauffer un petit peu pour dire que le métal d'apport s'étale tout simplement. Vous voyez, ça file tout seul avec le flux. Là, je suis arrivé au bout de ma pièce. J'ai un beau congé de soudure d'un bout à l'autre. Et là, je me rends compte d'une petite erreur de dessin. Bon, c'est un prototype, comme je disais. Le longeron va gêner l'assemblage de l'attelage. Bon, c'est pas bien grave. C'est quelque chose qui se corrige très facilement, même à ce stade, quand on a soudé. On prend une pince juron, mais de préférence une qui est un petit peu vécue. Je vous avais montré au début de la vidéo une qui était un petit peu abîmée. Et là, on n'hésite pas, on coupe. Alors là, je regarde pour m'aligner sur les tenons mortaises. Voilà. On coupe pour dégager suffisamment d'espace. Donc là, voilà. On va doucement pour pas que ça aille trop fort et que ça déforme trop le métal. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai cisaillé complètement le longeron. Et en même temps, j'ai dessoudé la partie excédentaire, vu qu'elle a déjà été soudée. Donc là, pareil, on prend le fer à souder. On cherche pas. On se pose pas trop de questions. Hop. Ça vient tout seul. Voilà. On étale un peu l'excédent de soudure. Voilà. On reprend une pince plate. On redresse la partie qui est un peu tordue lors de la découpe. Et voilà, c'est fait. C'est rectifié. On fait pareil de l'autre côté. On n'a pas encore soudé. On dégage aussi l'espace nécessaire. Hop. Et on en fera autant, mais avant de souder, bien entendu, avec le second longeron. Voilà. Donc là, je remets
un peu de flux. Je reprends le fer à souder. Je charge. Hop. Je replaque bien dans les tenons mortaise. C'est un petit peu de mal ici. Voilà. Et pareil, je fais mon congé de l'intérieur vers l'extérieur. Toujours en plaquant bien la pièce de manière à ce que tout soit bien droit et bien d'équerre. Hop. Et voilà, le congé est fait. C'est assemblé. Pas de pâté de soudure comme vous voyez. Et c'est parfaitement solide. Là, le plancher est indéformable. Voilà, bah, je vais continuer à assembler la deuxième partie des longes. Le deuxième longeron, tout simplement. On vérifie quand même que le plancher soit droit. Là, vous voyez, je suis un petit peu bancal. Donc là, ça a flambé un petit peu. Bon, faut pas hésiter dans ces cas-là à redresser un petit peu. Voilà, donc maintenant que le premier longeron est soudé, on va surtout pas oublier de poser les deux pivots décolletés. Alors les pivots, bah, ils ont un sens. Vous voyez, il y a d'un côté un petit épaulement, de l'autre un gros épaulement. Alors nous, on va mettre le petit épaulement dans l'orifice de la photo découpe. Voilà, donc ça rentre pile poil, pas d'ajustement à faire. Toujours pareil, notre flux. On reprend le fer à souder, on charge, d'éteint. On y va généreusement, hein, parce que là c'est une pièce mécanique qui a vraiment besoin de tenir. Et on n'hésite pas à chauffer. Alors, vous voyez, j'ai orienté la panne de mon fer vers la pièce décolletée pour qu'il y ait le plus d'échange possible, d'échange thermique donc entre la panne et le pivot. Hop, voilà, c'est chauffé. La soudure a filé entre le pivot et le plancher. Ça bougera plus. On recommence de l'autre côté. Hop. Faire bien attention parce que à ce stade, la pièce commence à parfois être un peu chaude. Donc attention les doigts. Bon, moi j'ai l'habitude, je me brûle plus trop. Mais bon, quelquefois ça chauffe un peu quand même. Hop. De l'étain. Hop. On plaque sur la pièce décolletée. Bon, je sais pas si vous voyez l'image, mais l'étain file entre la pièce décolletée et le plancher. Et voilà. Bon, bah je continue l'assemblage et puis on reprend après pour la suite. J'ai détaché de la plaque les extrémités, donc les deux bouts du wagon, et également les deux décors qui vont venir équiper chacune de ces extrémités. Donc là on va voir maintenant les fameux pliages. On avait parlé tout à l'heure des pliages à 90 degrés avec le fameux trait de demi-gravure à l'intérieur du pli. Là, au dos des pièces, vous voyez, vous avez donc deux demi-gravures ici qui permettent de matérialiser le pliage des contre-plaques de tamponnement. Bon, je sais pas trop comment c'était fait sur les vrais wagons, j'ai l'impression que c'était tout simplement des planches, un peu difficile à dire, ou tout au moins des plaques d'acier, qui venaient par derrière les tampons pour une raison que j'ignore. Bon, c'est des wagons un petit peu particuliers, parce que les wagons américains de base n'ont pas de tampons, mais là ils ont dû les équiper certainement d'une manière ou d'une autre en tampons et en attelage accroché à la vis, en lieu et place des wagons, enfin des attelages à mâchoire américains, tout ce qui est plus classique. Donc attention ici aussi, on a sur la partie centrale une autre demi-gravure. Alors ici c'est pas une demi-gravure de pliage mais une demi-gravure décorative qui représente le joint de planche tout simplement. Donc ici cette contreplaque de tamponnement elle se plie à 180 degrés, donc c'est-à-dire sur l'extrémité du wagon, donc c'est un pliage qui se fait complètement sur lui-même. Donc qui dit pliage à 180 degrés, comme j'ai expliqué tout à l'heure, dit trait de demi-gravure à l'extérieur du pli. Donc là, on le fait à la main, on n'a même pas besoin de pince, on prend avec le doigt, on pousse, et hop,
on referme de l'autre côté, on fait pareil avec le deuxième. Et la pince, elle n'intervient qu'en toute fin, hop, pour venir plaquer les deux pièces. On recommence avec le deuxième élément, on plie avec les doigts, et on vient plaquer à la pince. Alors vous voyez, les deux éléments de pièces se sont parfaitement empilés, les deux trous sont complètement alignés, il n'y a aucun décalage, il n'y a pas de raison qu'il y en ait. Il faut toutefois y veiller, mais normalement le pliage se fait très naturellement comme vous avez pu le voir. Ensuite vient le moment de poser donc les deux décors que voici. Voilà, c'est simple, il y a une demi-gravure qui correspond exactement au dessin de ces décors. On vient les placer. Ça doit venir se gripper pile dans le creux. Vous voyez là, ça bouge plus, c'est bien rentré dans le creux. Bon, je maintiens parce qu'il suffit quelquefois de retirer le doigt pour que ça saute. J'ouvre le flacon de flux qui avait été refermé. Et je vais prendre cette fois de l'abrasure bismuth à 145 degrés. Donc je badigeonne comme d'habitude de flux. Alors là je vais prendre ma pince pour mettre de flux plein les doigts. Ce serait quand même un petit peu dommage, ça sert pas à grand chose. On ne doit pas se souder les doigts. Hop. Et comme précédemment, avec la soudure bismuth, donc il faut en plus basse température, je prends un petit bout d'étain sur l'extrémité du fer. Et là, vous voyez, ça file tout seul. Hop, on recommence de l'autre côté. Alors l'avantage de la soudure au bismuth, c'est qu'elle a un point de fusion plus bas et qu'elle s'étale beaucoup plus finement que la soudure étain-plomb plus classique. Elle est aussi plus tendre. Dans le cas présent, ça a aussi un intérêt car par la suite, une fois que le wagon sera terminé, on va le nettoyer avec le polir du moins, avec une brossette inox rotative sur la mini perceuse. Cette brossette va permettre d'éliminer des petites excroissances, vous ne devez pas les voir à l'image, mais des toutes petites excroissances qui peuvent se produire aux endroits où on pose, où on retire la panne du fer à souder. Il y a toujours une petite paille de métal qui peut se former, et c'est ces excroissances qui vont être faciles à éliminer avec la soudure bismuth. Ça se fait aussi avec la soudure étain-plomb, mais ce sera beaucoup plus facile avec la soudure bismuth. Il n'y a pas grand risque qu'elle se dessoude aux étapes suivantes quand vous allez assembler l'élément sur le châssis. Les temps de chauffe sont relativement courts, donc vous n'allez pas dessouder le décor, c'est très peu probable. En tout cas, s'il y a un petit incident qui arrive de ce genre, c'est toujours facile à rattraper après coup. Donc voilà, là j'ai monté le premier élément. On fait pareil avec son frère jumeau. Là je vois que j'ai, en détachant la pièce, légèrement déformé. Ça arrive parfois, il suffit de le remettre droit à la pince. Voilà, le coin est remis d'aplomb. Et on fait pareil, on met en place dans la gravure, bien plaqué. On prend du flux. On maintient. On va toujours avec les Bruxelles. Vous pouvez aussi mettre avec des pinces, mais franchement les Bruxelles en inox, ça marche très très bien. On en trouve à prix dérisoire chez certains vendeurs internet. Hop. On recommence de l'autre côté. Le flux. Et voilà. C'est soudé, les deux pièces sont faites. Alors, si vous devez par exemple interrompre le montage, comme ça arrive parfois, vous devez faire autre chose et revenir sur le montage un peu plus tard, n'oubliez surtout pas de rincer les pièces à l'eau claire, tout simplement, sous l'eau du robinet. Idéalement, il vaut mieux utiliser une eau adoucie, éviter les eaux trop calcaires, parce que le calcaire va faire des dépôts blancs. Bon, c'est pas très gênant en cours de montage, mais en toute fin de montage, il vaut mieux quand même utiliser une eau adoucie ou une eau vinaigrée, avec du vinaigre blanc mélangé, tout ce qu'il y a de plus simple, de manière à éviter les dépôts de calcaire.
Bon, après, il y aura une possibilité de faire des traitements de surface, on y reviendra plus tard. J'ai oublié de parler aussi d'une chose à surtout pas utiliser, c'est la graisse à souder. Cette graisse, on l'utilise en plomberie, c'est très bien pour assembler des tuyaux de cuivre, etc. C'est très efficace, c'est une graisse décapante qui est parfaite pour la soudure à l'étain. Mais c'est un produit qui a besoin d'être chauffé à la flamme pour être éliminé. Si vous le chauffez au fer, il va y avoir des résidus de cette graisse qui vont se mettre dans des recoins ou même carrément sur la surface des pièces. Et ça va poser plusieurs problèmes. Le premier, c'est l'aspect corrosif de cette graisse qui va durer dans le temps. Malgré les rinçages, il y a très peu de moyens d'éliminer proprement, sauf à faire des bains de solvant, genre acétone ou alcool assez prolongé avec des brossages, etc. Pas toujours simple sur des kits qui peuvent s'avérer un petit peu fragiles sur certains détails. Donc on évitera de l'utiliser. Il y a aussi une fois le modèle peint, on risque aussi d'avoir des résurgences de peinture et une oxydation à long terme dans les parties cachées qui peuvent même, j'ai vu le cas sur des kits que j'ai été amené à réparer dans mon passé de monteur de kit. J'ai déjà vu des kits carrément en dentelle parce que la graisse à souder, genre graisse Hampton, avait carrément attaqué les pièces et fait des trous dans le laiton ou dans le maillechort. Donc vraiment les graisses à souder à réserver uniquement pour des assemblages au chalumeau où vous êtes sûr de brûler par la flamme la graisse. Voilà, ça c'était une petite précision que je voulais apporter qui a toute son importance. Voilà, donc là on a donc terminé de monter les deux dossiers rabattables du wagon. Et donc là maintenant on va faire l'assemblage par les tonneaux Mortaise. Donc grand classique en menuiserie, mais aussi en kit de matériel ferroviaire, ou même dans les kits plastiques on retrouve cette technique d'assemblage. Donc vous voyez sur le wagon, on avait parlé tout à l'heure de pâte au niveau du plancher. Ces pâtes viennent s'emboîter dans les tenons, dans les mortaises, pardon, des extrémités de caisse qu'on vient d'assembler. Donc voilà, il n'y a vraiment pas de secret dans l'assemblage. Moi je tiens tout à la main. Je pose le dossier sur ma planche. J'enfiche mon plancher dans les tenons de plancher dans les mortaises, pardon. J'ai toujours tendance à vouloir inverser les dos. On va, hop, vous voyez, c'est assemblé, ça tient presque tout seul, hein. Il n'y a pas besoin d'artifice particulier. Alors j'essaie de bien cadrer parce que j'ai remarqué que les premières étapes n'étaient pas forcément super bien cadrées, j'en suis désolé. Donc j'essaie de faire aussi en sorte que vous voyez bien l'assemblage. Donc je remets bien dans les tenons mortaises, voilà. Je prends comme d'habitude mon flux, hop, je badigeonne. Je prends ma soudure, alors hop, je déroule, je suis un petit peu au bout du rouleau donc c'est un petit peu compliqué quelquefois d'une seule main, voilà. Donc là, je suis bien à fond, j'essaie de tenir la pièce le plus possible à la verticale, et je viens comme d'habitude amener ma brasure. Bon là j'ai pas besoin de commencer du milieu, la pièce est pas très longue, il n'y aura pas de déformation. Et ben j'étale. Je fais mon congé sur la longueur. Voilà, c'est soudé. Et vous voyez, je sais pas, peut-être, on va essayer de le montrer d'un peu plus près, que j'ai un trou qui s'est bouché. Le trou de l'attelage en fait. Ça c'est pas méchant. Alors on essuie un petit peu la panne sur la brosse. Hop, et par-dessous, je sais pas si vous voyez, j'ai passé ma panne sous la pièce et l'étain a filé directement sur ma panne et a débouché le trou, pareil au niveau du support de porte-lanterne. Hop, voilà, c'est débouché. On en fait autant sur l'autre extrémité. On emboîte, on a entendu peut-être le petit clic. On badigeonne, deux flux. On prend le fer à souder. Et on étale la soudure. Voilà, et là le trou est même pas bouché. Formidable. Voilà, donc veillez à ce que l'assemblage soit bien à 90 degrés. Vous voyez ici, il y a un tout petit décalage. Donc comme je suis un petit peu décalé,
je vais rechauffer et puis essayer de réorienter. C'est pas compliqué, on réchauffe un tout petit peu de manière à fondre sur la longueur. Et là voilà. Bah là, j'ai fait l'excès inverse, c'est tranché de l'autre côté. On recommence. Bon, je fais les choses à l'œil, après, rien n'est figé, comme vous voyez, tout est réversible. C'est l'avantage de la soudure. Les teints se foncent, il reste légèrement maniable, même au pire des cas, j'aurais même pu redresser à la pince si j'avais voulu, sans casser l'assemblage. C'est vraiment pas compliqué. Il y a vraiment... beaucoup de gens ont peur de se lancer dans le kit, mais c'est vraiment très facile. Bon bah je poursuis le montage en continuant à détacher les pièces, et puis je reprends la vidéo juste après. Voilà, donc j'ai préparé les ridelles latérales du wagon, donc qui sont constituées de deux pièces principales, donc le ridelle à proprement parler, et son décor. Alors le décor est très fin, donc attention lors des manipulations et lors du dégrappage, parce que on a vite fait de les abîmer, donc faut y aller avec précaution, mais bon, ça reste quand même rigide. L'intérêt du MyShore, parce qu'en laiton, là, ce serait parti un petit peu en quenouille. Donc là, pareil, on prend le décor en place. Bon, les deux pièces sont symétriques, hein, donc il n'y a pas de précaution particulière, sinon à prendre concernant le sens. Et là, pareil que pour les extrémités, on met en place dans les demi-gravures. On essaie de ne pas tout emmêler. Voilà. Alors, là, on va pas maintenir cette fois avec juste des bruxelles, on va maintenir avec ce type de pince. C'est des pinces de coiffeur, hein, je sais pas trop à quel usage c'est destiné, je demande à mon épouse. Ces pinces, je les commercialise à la fois à détail et également dans le coffret de départ soudure starter set Raycolor, hein, dans lequel vous trouvez tous les produits que j'utilise dans cette vidéo. Donc là, tout simplement, on vient plaquer par-dessous de manière à maintenir entre elles les deux pièces à souder. Donc là, je vérifie mes alignements. Je viens en faire autant de l'autre côté. Ici. Hop, et on vérifie que tout soit bien aligné. Une fois qu'on est sûr de nos alignements, et bien toujours le même principe, mais là on va être un peu plus précautionneux. On prend le flux, on badigeonne. Pour l'instant je ne fais que la partie centrale. On retravaille à nouveau avec la soudure au bismuth, de manière à avoir des soudures bien étalées, bien fines. Et là donc on commence encore une fois par le milieu de la pièce. Alors, je ne vais pas vous montrer par les extrémités pour vous montrer les dégâts que ça fait, mais en fait, si vous commencez par les extrémités et que vous rejoignez vos deux soudures vers le centre de la pièce, il va y avoir ce qu'on appelle un effet de bilame. C'est-à-dire qu'il y a une des tôles qui va se déformer, enfin une des parties qui va se déformer et qui va se soulever. Et elle va garder sa déformation aussi bien qu'elle sera plus longue qu'initialement et elle formera forcément des vagues. Ces vagues, c'est quasiment irrattrapable une fois que ça se produit. Donc il faut vraiment prendre cette précaution de commencer sa soudure quand il s'agit de longues pièces par le centre pour étaler la brasure vers l'extérieur de manière à ce que la dilatation se fasse vers les extrémités de la pièce et pas vers l'intérieur. Donc voilà, à part ça, il n'y a pas de précaution particulière à prendre, sinon de bien plaquer les pièces au fur et à mesure de l'avancée. Vous voyez, avec ma bruxelle, j'essaie de maintenir l'assemblage. Et puis je reprends régulièrement de la brasure sur ma panne. On ne regarde pas la quantité, il faut que ce soit bien soudé. Il faut vraiment que la brasure vienne filer sous l'assemblage en fait. Alors, ici j'utilise la soudure bismuth, on pourrait aussi utiliser la soudure liquide. Je vous montre après. On va mettre des bords partiellement rabattables. Je vais vous montrer à ce moment-là comment utiliser la soudure liquide.
Bon, c'est pas compliqué, hein, c'est à peu près le même principe qu'avec le flux et le fil, mais vous verrez après, on y reviendra. Donc là, je poursuis ma soudure vers les extrémités. Donc toujours le flux. On charge la panne. Et on y va. Vous voyez, rien ne bouge. Ça se fait tout seul, sans déformation. On va mettre un petit peu, on n'a pas assez sur le coin. Et voilà. Les deux parties sont assemblées, je vais refroidir un petit instant avant de le prendre. Hop, encore un petit peu chaud. Voilà, donc vous voyez que l'assemblage est parfaitement régulier. Et vous vous rendrez compte aussi que la pièce est... Bon, c'est encore souple, mais quand même beaucoup plus rigide qu'avant. Là, il n'y a plus aucun risque de casse ou de quoi que ce soit. Voilà, donc bah, je vais assembler le deuxième ridel et puis on revient tout de suite après. Voilà, j'ai donc assemblé le deuxième ridel. On va pouvoir maintenant passer à l'assemblage sur le châssis du wagon qu'on a préalablement monté. On finira de monter les autres accessoires tout à l'heure. Donc voilà, au dos de la pièce, on a à nouveau notre fameuse mortaise. On a le tenon sur le plancher, ici. Et donc pareil, on vient placer notre châssis comme ceci. Alors là, oui, j'ai des petites choses qui dépassent là sur les côtés, donc on va ruser un petit peu. Alors, quand on a des éléments qui dépassent comme ceci, on prend une cale en bois, un petit peu courte, il aurait fallu une plus longue, et on pose ces pièces de manière à ce que bah, la petite partie qui dépasse ici, qui gêne pour l'assemblage de notre caisse pour bien plaquer, on fait en sorte que cette partie dépasse de la cale. Alors, on vérifie que ça passe. Donc, voilà. Et pareil, flux, brasure, on réutilise encore notre soudure classique et tampon. Bon, ça commence à ressembler à un wagon. On continue, bien entendu, sur l'autre extrémité, toujours le flux. On vérifie l'assemblage à ce niveau-là. Et donc toujours hein, la soudure du centre vers les extrémités. Et voilà, plus qu'à recommencer l'opération sur l'autre côté. Et puis après on passera à la pose des renforts des montants, pardon, je vais y arriver,
On passera à la pose des montants et d'autres petits détails. Il ne reste plus beaucoup de pièces sur la grappe, hein, comme vous le voyez. On a déjà utilisé quasiment 80% des pièces. Il ne reste plus que les attelages qui se situent ici. Là, on a des grilles porte-étiquettes, les supports de lanterne, les attelages à vis. On a de quoi faire des attelages à vis fonctionnels, mais bon, dans mon cas, je vais le monter avec les boîtiers d'attelage NEM. Par conséquent, je ne montrerai que les crochets. Là, ce sont donc les portes rabattables qui étaient montées sur une partie des wagons SNCF, mais pas tous. La plupart étaient restés avec des bords fixes. Donc là, la partie pleine et la partie décor. On a ensuite des marchepieds qui étaient posés sur les versions USA d'origine, qui ont été déposés par la SNCF, et les volants de frein, donc frein d'immobilisation depuis le sol. Donc voilà, là pour cette partie de la vidéo, là c'est terminé. On va reprendre un peu plus tard donc pour les montants de caisse. Alors nous poursuivons le montage de notre kit par le pliage des montants de caisse. Donc les montants ici sont des pièces qui sont quand même assez petites. Bon, ça nécessite un peu de minutie dans le pliage, mais bon, malgré tout, ça se fait très facilement avec une pince plate. Comme celle-ci, vous voyez, les becs sont fins, mais parfaitement plats. Je pince donc la pièce exactement le long du trait de demi-gravure. Voilà, je serre. Je prends ma pince Bruxelles, mais du côté opposé aux pointes. Donc sur le bord qui est en général un petit peu arrondi. Et je m'en sers pour tout simplement maintenir la pièce pendant le pliage. Vous voyez, je plie tout simplement. Et voilà, j'ai obtenu ma pièce qui est en fait en réalité une cornière, hein, tout simplement, qui est coupée et sert de renfort des bords du wagon. Bon, on retrouve ce type de cornière assez régulièrement sur des montages, parfois plus ou moins longues. Bon, si la pièce est courte, on peut la plier à la pince. Quand la pièce va être un petit peu plus longue, on utilisera plutôt un étau. J'ai donc plié les 12 montants dont on a besoin pour réaliser cette version. Donc on en a 6 par côté. Donc pour mémoire, je réalise une version avec un ridel rabattable sur sa partie centrale. Si on avait réalisé une version avec ridel fixe sur toute la longueur, on aurait eu besoin de 8 montants par face. Donc au total 16. Alors les montants sont détrompés, c'est-à-dire qu'ils sont orientés d'une certaine façon. Ça va être difficile à voir à l'image, en plaçant peut-être comme ceci, mais vous voyez que les ergots sont désaxés. Celui de droite ici est placé plus près du bord. Ça permet d'orienter dans le bon sens les montants par rapport au wagon. C'est-à-dire que selon la position des montants, ces derniers sont orientés différemment. Ici, celui de gauche, vous voyez, est orienté avec le rabat vers l'intérieur du wagon, alors que ces deux voisins sont orientés à l'inverse, avec le rabat vers l'extrémité du wagon. Donc là, je les ai placés, j'ai placé les 6 montants à blanc dans leur logement. Ils sont orientés de la bonne façon, donc, hein, de manière à ce que le bas affleure la pointe du montant affleure le bas de la caisse et inversement en partie haute. Je prends, comme à chaque fois, un petit peu de flux, j'en badigeonne à l'intersection de chaque pièce, comme ceci. Et ensuite, je prends à nouveau, avec le fer à souder, un petit peu de soudure au bismuth. Et je viens souder à nouveau, en maintenant toujours, avec la pince Bruxelles, hein, pas chercher d'autres artifices particuliers. Je viens souder chacun des montants. Ça va très très vite, il suffit juste de veiller à ce que le montant soit placé correctement, c'est-à-dire avec sa partie verticale bien perpendiculaire au wagon. Alors toujours s'orienter en fonction de la position du droitier-gaucher, hein. Ça vous adaptera en fonction
du fait que vous soyez droitier ou gaucher. Donc là, j'ai soudé ce que je pouvais faire de la main droite. Je retourne mon wagon et j'en fais autant pour les autres montants. Et voilà, c'est terminé. J'ai donc terminé de poser les montants sur les deux faces du wagon. Je vais maintenant préparer les ridelles rabattables. Alors, même technique de pliage, pince plate, on rabat les extrémités des ridelles rabattables, bien à 90 degrés comme à chaque fois, trait de gravure à l'intérieur du pli. On répète l'opération pour les deux pièces. Et voici. On a nos deux ridelles qui se complètent par leur décor, que voici, qui doivent en principe rentrer sans problème. Il y a juste une petite retouche à faire, là, il y a une petite bavure de photo découpe à éliminer proprement. Voilà. C'est là que la pince Xuron a tout son intérêt, parce que si vous essayez de faire ça au cutter, vous risquez fort de déformer la pièce. Voilà. Vous mettez donc le décor en place sur la ridelle. Ça rentre tout juste, mais ça rentre. Donc je badigeonne généreusement de flux. Bon, je fais les deux pièces en même temps. Ça fera gagner un petit peu de temps. Voilà. Hop, on remet cette partie-là qui a envie d'aller se balader. Voilà. Et même technique que précédemment. Donc déjà, on vérifie bien le centrage des deux pièces entre elles. La pince Bruxelles, toujours, est bien pratique. Elle permet de bien positionner, de bien aligner. J'ai vraiment l'habitude de travailler avec des Bruxelles. Beaucoup vont crier un petit peu au scandale en disant là il faut mettre des pinces, il faut faire des gabarits, il faut... moi non, je me débrouille comme ça depuis des années, ça marche très très bien. Il faut juste être vigilant sur les alignements. Et donc on pointe au centre comme ceci. Donc on sépare s'il y a des pâtés, on vérifie juste que c'est bien aligné. On redresse si nécessaire. Là vous voyez sur le côté gauche c'est pas parfaitement aligné. Là je pince avec la pince Bruxelles et j'étale ma brasure de l'intérieur vers l'extérieur pour ne pas déformer la pièce. Toujours avec de la soudure bismuth dans le cas présent. Beaucoup plus fluide à basse température que la soudure étain plomb. En voilà une de faite. Même opération pour la seconde. Ça a tendance à voir un petit peu bouger quand on travaille. Il manque un petit peu de brasure, on en rajoute. On maintient bien le temps que ça refroidisse. Parfois,
il faut maintenir un peu plus longtemps, parce que quand on a chauffé un peu longtemps, la soudure met un peu de temps à se solidifier. On voit bien avec la soudure de bismuth, la soudure devient un petit peu plus terne une fois qu'elle est refroidie. Alors là par contre, justement, j'ai mal aligné sur le côté gauche, donc je rechauffe un peu. Et je raligne mes deux pièces. Et voilà. On va maintenant mettre en place les ridelles qu'on vient d'assembler sur le wagon. Là, cette fois, on va utiliser de la soudure liquide. Bon, là, j'ai encore ma soudure liquide sous la forme d'un pot vert. Ces pots en verre donc, sont plus commercialisés dans la gamme Recolor depuis quelques temps. Ils ont été remplacés par des pots plastiques, mais le produit est exactement le même. Donc, c'est comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, une poudre d'étain plomb mélangée dans son propre flux. Donc là, on badigeonne la zone qui va recevoir notre ridelle. Donc là, j'ai taillé pour un simple goujon dans de la barre de laiton. Vous pouvez faire ça avec un cure-dent en bois, avec un peu tout ce que vous voulez. À partir du moment où on évitera quand même l'acier, qui va pas trop aimer rester dans cette solution, qui est quand même une solution plus ou moins acide. Donc là, pareil, on veille au bon alignement de la partie haute de la ridelle par rapport au bord du wagon et aussi par rapport au montant de caisse. Alors voilà. Alors là, pendant la soudure, je vais maintenir avec une de ces fameuses pinces de coiffeur que je vous ai montré en début de vidéo, de manière à bien tenir l'ensemble en place. Alors là, j'ai mis de la soudure liquide, comme vous l'avez vu, entre les deux pièces. Si j'essaie de souder en l'état, malgré que mes pièces soient étamées, je vais quand même avoir une petite difficulté, ça va mal chauffer. Donc ce que je fais, un peu comme avec le flux d'ailleurs, je mets une goutte de soudure liquide par-dessus, qui va servir en fait de conducteur, de pont thermique, avec la panne de fer à souder. Ça va vraiment permettre de transférer la chaleur très très vite entre les pièces, et de réaliser plus facilement la soudure tout simplement. Donc là, je plaque, je laisse bien chauffer, on voit que la soudure liquide fond. Et on voit aussi que par-dessous, j'espère que vous le voyez sur la vidéo, que l'apport qui a été fait entre les deux pièces fond lui aussi. Et là, toujours la même technique, on commence par le centre et on reporte vers les extrémités pour souder la pièce sur sa totalité. Voilà, le côté gauche est soudé, je retire ma pince et j'attaque le côté droit et on recommence l'opération. On entend la soudure qui crépite par-dessous, on s'assure qu'elle fonde correctement. C'est le secret pour avoir une soudure solide, c'est que ce soit vraiment bien fondu sur toute la surface. Et pareil, on va jusqu'au bout, on laisse refroidir. On ne va pas toucher tout de suite, on va laisser un petit instant le métal se refroidir et on vérifie la solidité de l'assemblage. Ça ne bouge plus, la soudure est faite. On recommence de l'autre côté, la même opération. Avant ça, on va quand même, toujours tant qu'on est sur ce flanc là, on va aussi souder les grilles à étiquettes. Important pour bien acheminer le wagon dans la gare voulue. Pareil, un petit peu de soudure liquide. On place la grille à étiquette à sa place. On reprend le fer. Bon là on met pas par-dessus pour pas l'empâter. On va pas mettre de soudure liquide par-dessus, mais on voit bien qu'il y en a qui a coulé sur le côté. Et c'est elle qui va permettre de faire notre soudure. Donc on se met sur le côté, on chauffe. Là aussi, on entend le fameux pchit et on voit que le métal fond. On laisse refroidir, on lâche. C'est de travers et on recommence. Hop, on remaintient bien avec la pince Bruxelles.
C'est là qu'est la magie de la soudure de pièces en métal, c'est qu'on a droit à l'erreur. Si on a soudé de travers, c'est pas grave, on dessoude et on repositionne. Bon, là c'est un petit peu délicat, mais on y arrive. Et voilà. Voilà, un petit peu récalcitrante, mais on finit par y arriver. Donc là, ce côté-là est quasi terminé. En fait, il nous manque plus que le volant de frein pour équiper la face latérale. On va voir ça juste après. Même pourquoi pas tout de suite, on finira la suite après. Alors, pour le volant de frein, c'est très simple. Vous avez donc les deux pattes en extrémité, là, ici, qui servent à recevoir l'axe de frein, tout simplement, de commande de frein. Donc cet axe de commande de frein, bon, en miniature au 87e, on simplifie. Donc on prend un fil de laiton du 0,4 qui est fourni dans le kit. On l'insère dans les œilletons, comme ceci. Vraiment rien de sorcier. On prend toujours notre flux, on badigeonne sur les œilletons. Et on prend cette fois de la soudure étain argent. Bon, moi, ma soudure étain argent, c'est une grosse bobine que j'ai depuis des années. Mais celle que je commercialise sous la gamme Ricolor est fournie en bobine de 50 grammes, quand même un petit peu plus pratique pour un usage amateur. On va dire que vous pouvez avoir en tant que modéliste amateur, comme monteur de kit occasionnel, on va dire. Voilà, j'en mets un petit peu, toujours pareil, c'est du fil plein, il n'y a pas d'âme décapante. J'en mets un petit peu, même principe, sur la panne du fer à souder. Et je viens déposer à l'endroit voulu. Alors, cette soudure à l'argent, elle contient aussi de l'étain, c'est de l'étain argent. Elles font à 240 degrés, ou 225, ça dépend des compositions. Par opposition à la soudure étain plomb classique qui elles font à 180 degrés ou l'étain bismuth qui elles font à 145 degrés. On a donc différentes plages de soudure, ça permet d'étager quand on a des pièces de différentes tailles soudées l'une à côté de l'autre, ça permet d'étager les températures et d'éviter de dessouder une pièce qui aurait été soudée avec une soudure à l'étain argent. Si on soudait à côté à l'étain bismuth, l'étain argent ne va pas fondre aussi vite que l'étain bismuth. Et elles ont par contre des solidités différentes. La soudure étain argent qu'on vient d'utiliser ici est très adaptée pour les petits assemblages de petites pièces où il y a une certaine résistance mécanique à apporter. C'est typiquement le cas des volants de frein qui sont des pièces relativement exposées et fragiles. Avec une soudure étain argent, vous aurez beaucoup moins de risques de casse et de perdre la pièce qu'avec une soudure étain bismuth ou une soudure étain plomb. Voilà, donc là, je vais à présent, maintenant que le fil est soudé, vous voyez, il tient parfaitement le wagon. Je vais couper un premier excédent de fil laiton. Je vais prendre un de mes volants que j'enfile sur l'extrémité du fil. Et là, pareil, du flux, un petit peu de brasure. Bon, là, il faut quand même être parcimonieux sur la quantité. Un petit peu donc de brasure sur la panne du fer. On approche du volant. Et c'est soudé. Et vous voyez là, c'est relativement solide, ça ne bouge même pas du tout. On recommence avec l'autre côté. Toujours étain argent. C'est soudé. Alors pour terminer, on va prendre une pince coupante, ce qu'on appelle une pince coupante à bord droit, à coupe droite pardon, qui va venir couper le fil de laiton bien net au ras du volant. Pareil de l'autre côté. On reprend une lime
que je ne trouve pas d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses sur l'établi, ça me gêne un petit peu d'un petit rangement. Elle est juste devant moi, en plus je ne la voyais pas. On reprend sa lime, un petit coup de lime sur le fil de laiton, de manière à avoir une extrémité bien propre. Et voilà, nos volants de frein sont soudés, bien solides. Remarquez ces volants de frein qui sont vraiment typiques des wagons US, en forme de fleur, très jolis. Bon, alors bien entendu, en réalité, entre l'axe et l'équipement de frein qui est sur le bogie, il devrait y avoir une timonerie. Voilà, comme je disais tout à l'heure, on est en HO. On pourrait la reproduire. Certains amateurs pointilleux, notamment les amateurs de Proto 87, vont peut-être essayer de la reproduire. Bon, ils vont trouver des chutes de photodécoupe, dans des chutes de kit, notamment des biellettes d'attelage à vis par exemple, qui pourront servir pour cet usage. Bon, moi ici, je vais pas le reproduire pour deux raisons. D'abord, c'est un peu compliqué. Raison pour laquelle ce sera pas inclus dans le kit, ça ferait des pièces supplémentaires. Bon, ça coûterait pas forcément beaucoup plus cher, mais franchement compliqué à monter. Et qui plus est, là, ça tombe pile à l'endroit de l'attelage normalisé. Donc, comme le wagon est appelé, pour ce qui me concerne en tout cas, à circuler sur mon réseau, cet axe va gêner. Donc, j'ai tout simplement le coupé pour pouvoir passer mon attelage. Donc, d'ailleurs, je vais le couper tout de suite. Pareil, on prend toujours la pince coupante classique. Bon, je laisse un petit bout de fil, de manière à tronquer plus qu'autre chose. Et je coupe de part et d'autre des volants, en essayant d'être à peu près symétrique. Voilà, donc là j'ai complètement dégagé l'espace nécessaire au passage de l'attelage NEM. Attelage NEM dont on verra le montage un petit peu plus tard dans la vidéo. On va poursuivre avec des petits détails, on est presque au bout du montage. Bon, il y a bien sûr l'autre ridel, je vous ai montré comment souder le premier, mais le second c'est exactement pareil. On va maintenant souder les crochets d'attelage. Alors, ce crochet peut être monté soit fixe, comme je vais le faire maintenant en le soudant, soit en attelage à vis fonctionnel. Là aussi, pour ceux qui le souhaitent. J'espère qu'on va pas être coupé, parce que je vois que mon voyant de batterie clignote. Donc, cet attelage peut être monté donc aussi d'usage en fonctionnel. Il faut rajouter des ressorts qui ne sont pas inclus dans le kit, mais que je peux fournir sur demande. Donc là, toujours pareil. On fiche dans le trou prévu à cet effet un peu de flux, un peu de brasure, voilà, et on fait pareil avec le support de lanterne qui vient trouver sa place dans le petit orifice prévu ici. Là j'ai fait venir son embase dans la gravure. A priori la batterie tient encore. Et voici. Donc là, j'ai soudé à la fois le crochet et le support de lanterne. Bon, je vais remettre la batterie en charge parce que là, je pense qu'on va être interrompu. Et dans la partie suivante de la vidéo, on verra comment monter les attelages NEM et également comment souder les fonderies, parce que ça, on n'en a pas encore parlé. Ce sera d'autant plus intéressant que, contrairement à ce que je vous ai dit en début de vidéo, là j'ai appris entre temps que le fondeur m'avait expédié les tampons USA. Donc on va profiter pour vous montrer cette nouvelle grappe dès qu'elle sera arrivée, je pense demain ou après-demain si le transporteur fait son travail. Voilà, tout de suite pour la suite. Nous voilà repartis pour la poursuite du montage de notre kit de wagon plat USA. Donc comme indiqué dans la précédente séquence, j'ai reçu hier les tampons USA qui sont spécifiques à ce modèle et qu'on retrouve également sur tous les wagons construits pour l'armée américaine
lors du second conflit mondial. Donc on les retrouve à la fois donc, sur ces plats à bogies, sur les citernes à bogies également à deux dômes, comme celle reproduite par Klein Wedelbahn, sur les wagons couverts, tombereaux et fourgons à deux essieux construits à la même époque, mais aussi sur les 140U et sur les 030 TU. Donc un modèle de tampon très simple somme toute, parfaitement dans l'esprit du matériel de guerre qu'on pouvait construire à cette époque-là, dans cette époque un petit peu troublée. Donc voilà, donc cette grappe de fonderie telle qu'elle, brute, sans aucune préparation. Vous voyez sur la grappe, il y a des petites parties qui sont resserrées ici, qui sont en fait des amorces de découpe. Alors deux solutions, soit on les coupe avec un disque à tronçonner, soit comme je vais faire maintenant avec une pince coupante. Donc là j'ai une grosse pince, c'est quand même plus facile, on se fatigue un petit peu moins qu'avec une petite pince de modéliste. Hop là c'est une pince Stanley, ça marche très très bien. Un petit coup, c'est quand même un peu dur à couper, mais si c'est du maillechort, ce serait du bronze, ce sera encore plus dur. Le bronze est plus cassant, le maillechort a de nombreux avantages, dont celui de se travailler très facilement. Voilà, donc les 4 tampons sont coupés. Alors les chutes de grappe, moi je regroupe tout et je les porte dans une entreprise de recyclage de métaux. Faut pas y aller avec 50 grammes, faut attendre d'en avoir un petit peu. Ça permet de les remettre dans le circuit et puis de les retraiter dans de bonnes conditions. Parce que ce sont des métaux qui commencent quand même à être de plus en plus rares, donc il faut quand même préserver un petit peu la ressource et les recycler dans de bonnes conditions. Donc c'est un petit geste pour l'environnement, on va dire, de les recycler dans de bonnes conditions. Alors je continue en dégrappant le cylindre de frein. Pareil, et là j'essaie de le couper au plus près de la grappe. Au plus près de la pièce, pardon. Voilà. Alors sur cette grappe, vous avez à cette extrémité une petite pièce supplémentaire qui est une triple valve. Cette triple valve peut venir remplacer le distributeur américain qui est moulé par défaut sur le cylindre de frein. J'ai pas trop d'éléments concernant les évolutions du système de freinage de ces wagons. Il est fort possible qu'ils aient reçu la triple valve unifiée SNCF. Bon là en l'état, je vais la monter telle quelle, mais bon si vous voulez pinailler un petit peu sur le système de frein, vous pouvez remplacer le distributeur américain en le coupant au ras du cylindre et en le remplaçant donc par cette pièce qui est présente ici sur la grappe de fonderie. Voilà, donc une fois coupé, on va pas souder directement la pièce, il faut qu'on la prépare un petit peu avant. Bon, ici on a un gros résidu de grappe, je sais pas si vous voyez à la vidéo. Ce résidu de grappe, il faut l'éliminer. Et alors pour ça, on va utiliser soit une lime, soit le disque à tronçonner. Disque à tronçonner donc diamanté dans mon cas. Bon, vous pouvez utiliser aussi les disques Corindon plus classiques. Alors voilà, on prépare le matériel. J'ai besoin également d'une pince. Donc si possible, crantée, de manière à bien maintenir la pièce, parce que bon, ça dépote quand même un petit peu quand on va venir la meuler. Voilà. Donc là, j'ai réglé sur la position 9. Mon variateur de transformateur est également à fond. Moi j'ai une commande à pied qui permet de faciliter un petit peu le travail. Ça évite de devoir manipuler l'interrupteur. Et puis là on travaille tout simplement... Donc voilà, c'était un petit peu bruyant, désolé. Donc là, comme vous le voyez, j'ai parfaitement mis à plat l'embase du cylindre de frein. Ça a aussi mis à nu le métal. C'est important aussi parce que si vous essayez de souder directement, comme ici les tampons, vous voyez que le métal est un petit peu gris. C'est une gangue, un résidu de moulage en fait. Je sais pas trop à quoi c'est dû. Il doit y avoir des résidus de cire parce que ce sont des pièces, comme leur nom l'indique, fonderie à la cire perdue, qui ont été moulées en 2 étapes. Donc d'abord un moulage de la pièce en cire dans un moule en silicone. Cette pièce en cire est mise dans une pâte, une sorte de plâtre en fait,
qui va être placé au four. Lors de cette étude, de cette cuisson, on va dire, la pièce en cire qui est dans le plâtre va fondre, va se disperser dans le plâtre, et on va venir ensuite y couler donc le métal en fusion qui va remplir les cavités, et puis reproduire la pièce qui était à la base en cire, va devenir une pièce en métal, donc en l'occurrence en maille champ dans le cas présent. Donc il y a des résidus de cire, il y a une oxydation de surface, hein, c'est pas une oxydation au sens corrosion, mais bien une oxydation de protection, hein, comme on retrouve à la surface de nombreux métaux. Et par contre, cette croûte en surface ne tient pas à la soudure ne prend absolument pas dessus, donc il faut l'éliminer. Donc là pareil, on n'a pas besoin de la pince par contre, mais on prend le tampon, quand c'est un tampon rond c'est assez facile entre deux doigts, et puis on vient tourner sur le disque. Et voilà, vous voyez, j'ai parfaitement mis le métal à nu. Ça va permettre de bien accrocher. On va recommencer l'opération pour les 4 tampons. J'ai donc préparé mes 4 tampons, mon cylindre de frein. Bon, là j'ai encore une pièce d'attelage NEM sur lesquelles on va revenir après. Je les mets sur le côté. Donc là, on va commencer par mettre le cylindre de frein. Donc ça, on va faire ça en 2 étapes. Alors tout d'abord, on va étamer le cylindre de frein proprement dit. Alors l'étamage aussi est important, ça permet de faciliter la soudure. Ça fait gagner du temps au final. Donc on met un peu de flux sur le cylindre, sur l'embase. On prend comme d'habitude le fer à souder. Un petit peu de soudure bismuth. Et on vient étamer sous le cylindre de frein, vous voyez, une bonne couche d'étain. Là donc j'ai déjà mis du flux sur l'embase en photo découpe du châssis, et pareil j'étame. Et ensuite, dernière opération, je prends mon cylindre de frein, hop, avec la pince Bruxelles, et je viens le positionner sur l'embase, je place le fer, et en principe, ça va souder tout. Bon, peut-être que je remette un peu de flux, j'en ai pas mis, hop. Voilà, on recommence. Il ne faut pas hésiter à chauffer parce que les pièces de fonderie sont un peu plus grosses. Là, mon fer vient d'être branché il y a peu de temps, il n'est pas encore très chaud. Hop, voilà, on sent que la soudure file entre la photodeck et le cylindre. On maintient le temps que ça refroidisse, comme d'habitude. C'est un peu plus long, vu que c'est de la fonderie, plus massif, plus d'inertie. Hop, et voilà, c'est soudé, c'est en place. Donc vous voyez, il n'y a rien de sorcier, vous voyez que la soudure est bien propre, bien nette, sous la pièce en fonderie. Là vous êtes tranquille, ça ne bougera absolument pas. Même opération pour les tampons, mais là on n'étame pas, parce que si vous étamez, ça va être un peu plus difficile de les rentrer. Donc on vérifie que ça rentre. Parfois ça rentre pas. Hein. Alors, les trous sont un peu justes. On les reprend avec un foret de diamètre 2. Bon, je vais faire les trous et je reprends la vidéo juste après. Alors finalement c'est pas du 2, c'est du 2,5. Les tiges de tampons sont sorties un peu plus gros que ce qui était prévu en diamètre théorique. Bon, c'est pas bien méchant. Donc, on met en place sur le wagon. On vérifie que c'est bien enfoncé et dans le bon sens. Voilà. Un tampon. Un second. Du flux. On prend une cale en bois qu'on vient placer ici comme ceci. Voilà, de manière à laisser bien plaquer les tampons. Et on vient souder, cette fois avec de la brasure étain argent.
Alors pourquoi éteint argent? Et bien toujours pour la même question de solidité. Alors on va essayer de pas se cramer les doigts. On laisse bien filer la soudure et normalement elle vient se passer également entre le tampon et la traverse de choc. Là, on place la brasure à l'intérieur, sur le téton, mais ça file absolument partout grâce au flux qu'on a appliqué juste avant. Voilà, pareil, on attend que ça refroidisse. On voit que ça devient un petit peu moins brillant. Et dès que ça redevient mat, on retire la cale. Et là, les tampons tiennent. On vérifie qu'on soit bien perpendiculaire. Là, ça mérite d'être un tout petit peu redressé. Donc dans ces cas-là, on prend une pince à mort lisse. Et on redresse un petit peu délicatement. C'est un petit peu dur, mais on y parvient. Il faut y aller sans crainte, hein. Les tampons n'ont pas mal quand on les redresse. Voilà, il n'y a plus qu'à souder les deux autres tampons. Alors maintenant une petite séquence explicative concernant les boîtiers d'attelage NEM à élongation. C'est une pièce qui vous laisse souvent perplexe, pourtant elle n'est pas très compliquée à monter, un petit peu plus délicate à rendre fonctionnelle, mais c'est franchement pas sorcier, vous allez voir. Alors c'est un petit peu le principe d'un origami. Il y a du pliage, tout simplement, à réaliser pour commencer. Alors ici, on va commencer par le pliage de la contreplaque. Donc là, vous voyez, vous avez une toute petite pointe qui est en fait une queue d'aronde, enfin un petit embryon de queue d'aronde. Donc là, qu'on doit rabattre à 180 degrés. Donc 180 degrés, vous vous souvenez, on a expliqué dans la séquence sur le montage du wagon qu'un pliage à 180 degrés se fait avec le trait de demi-gravure à l'extérieur du pli. Donc on prend comme d'habitude notre pince plate, on fait un premier rabat à 90 et on termine notre 180 degrés. Donc là, notre pointe est bien rabattue vers l'intérieur sur la contreplaque. Et on fait pareil avec les deux oreilles, toujours à 180 degrés. Et là par contre on ne serre pas trop fort. Ça a son intérêt de pas trop serrer pour garder du jeu. Si vous serrez trop fort, si vous compactez trop les pièces, vous n'aurez plus de jeu et c'est à ce moment-là que votre timon ne bougera pas suffisamment, il n'aura pas assez de liberté. Donc on fait pareil des deux côtés. Voilà. On recommence donc à faire avec le deuxième pour faire la paire d'attelage. Donc toujours à 180 degrés et sans serrer. Et voilà. Donc là, on a déjà un premier élément de notre attelage. On a ensuite les plaques de fond. Alors les plaques de fond, c'est pareil. Vous avez en fait deux butées ici qui servent à maintenir la queue d'aronde de la tête proprement dite en place. Donc là, c'est des pliages à 90 degrés cette fois, donc demi-gravure à l'intérieur du pli. On prend les deux en même temps, on rabat. Et voilà, vous voyez, c'est plié, c'est simple, efficace. On recommence sur la deuxième partie. Et voici. Ensuite, toujours en origami, on a maintenant le timon d'attelage proprement dit. Alors, le timon, vous avez la partie boîtier NEM et vous avez la partie queue d'aronde. La queue d'aronde, on vérifie quand même bien que l'arête soit propre. En général, c'est bien gravé, mais c'est toujours bien de donner un petit coup de lime de manière à supprimer la petite lèvre de gravure qui a tendance à quand même accrocher un petit peu. C'est tout simplement le reste de tôle en fait qui lors du bain de gravure se fait attaquer de part et d'autre et laisse une petite lèvre, une petite dentelle
sur sa tranche. Alors, petit coup de lime. On arrondit bien la pointe. Et voici. Et donc là, on reprend notre pièce et puis on va faire le pliage du boîtier NEM proprement dit. Donc le boîtier NEM, ce sont des plis toujours à 90 degrés, donc demi-gravure à l'intérieur. Donc on commence par rabattre la partie la plus à l'extérieur à 90 degrés. Et ensuite, on reprend comme ceci. Faire attention de ne pas tout écraser. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère en tout cas. Hop. Et vous voyez, bon, je ne replie pas complètement pour l'instant. On va faire le deuxième côté. Première partie à 90 degrés. Et là, vous voyez l'intérêt de ne pas avoir plié complètement. Hop, je rabats comme ceci. Et là, je termine en plaçant ma pince comme ceci. Et vous voyez, le boîtier se referme. Voilà. Et là, j'ai encore 2 traits ici. Donc je fais un premier pliage comme cela. Et le suivant. Là, j'ai plié un petit peu trop. Je reviens en arrière. Et ensuite, la deuxième partie. Comme ceci. On recommence avec le deuxième. Hop. Bon là je vous montre pour les attelages AMF, mais c'est exactement le même principe pour des attelages de chez Maquette ou de chez SMD. C'est toujours quasiment le même principe pour plier le boîtier NEM. Bon, après ce sont les timons qui sont de conception différente, mais bon, on revient toujours à peu près sur la même idée de base. Donc là, vous voyez, je peux même le faire sans pince. Hein. La pince n'est pas forcément nécessaire. On peut céder des ongles en fait pour maintenir le pliage. Voilà. Donc là, les pliages sont faits. Bon, là, si on laisse comme ça, c'est quand même un petit peu flexible et surtout un attelage. Il y a quand même des sollicitations, des chocs au moment de l'attelage justement. Donc on met un renfort. Donc le renfort, le voici. Alors sur des modèles précédents, le crochet qui reçoit le ressort peut être parfois un peu trop long, il faut le retailler. Ici le dessin a été modifié. Ça doit rentrer en principe tout seul. Hop, comme ceci. Voilà. Donc là, le crochet dépasse. Et le renfort vient se mettre dans la demi-gravure qui se trouve ici à l'intérieur du pli. Donc une fois fait, vous prenez votre pince Bruxelles, vous la passez dans le boîtier et par-dessus la coda ronde de manière à venir serrer le tout. Comme d'habitude, du flux, on en met à l'intérieur du U et on en met aussi ici en dessous à la jonction de fermeture du boîtier. On prend toujours notre soudure étain argent et on vient souder. On est généreux sur la soudure parce qu'il faut que ça résiste au choc. La soudure étain argent est idéale vraiment pour ces assemblages qui ont besoin de solidité, encore une fois. Et là je viens fermer. Là il faut passer vraiment un coup rapide de manière à juste fermer le boîtier sans noyer l'intérieur de soudure, parce que sinon vous allez être embêté pour insérer vos têtes d'attelage normalisées. Après, bon, vous pouvez mettre toutes les marques d'attelage que vous souhaitez utiliser, hein, du Fleischmann, du Rocco. Les Fleischmann sont un peu plus serrés. Faut pas hésiter à donner un petit coup de lime pour casser les angles. Ça suffit en général à permettre de les insérer facilement. C'est valable pour les insérer également dans des boîtiers NEM de modèles du commerce. Il y a parfois des variations assez importantes dans les dimensions et les Fleischmann sont ceux qui ont bien souvent le moins de jeu dans les boîtiers. Donc là,
On fait pareil avec le deuxième. Bon là il est un petit peu plus récalcitrant pour rentrer à sa place. Mais bon, l'idée est là. C'est mis en place. Flux. Brasure étain argent. Et on ferme. Passage de panne tout simple. Voilà. Alors, à ce stade-là, on va vérifier une petite chose. C'est que on n'ait pas laissé trop d'étain sur la queue d'Aronde. Alors, pourquoi? Parce que l'étain, c'est très bien pour assembler les pièces, mais par contre, au niveau des frictions, c'est épouvantable. Ça freine énormément. Dès que vous avez de l'étain dans des pièces qui doivent frotter les unes sur les autres, l'étain agit comme un frein. Et puis empêche tout mouvement. Donc là, j'en ai un petit peu qui dépasse sur la queue d'Aronde, donc je prends ma lime et je remets le métal de la photo deck à nu. C'est vraiment important de faire ce petit geste. Vous pouvez essayer de faire avec étain, sans étain, et vous allez voir la différence. J'en profite pour redonner un petit coup sur ma queue d'Aronde pour casser les arêtes. Je fais pareil sur le deuxième. Voici. Ensuite, on va passer à l'assemblage proprement dit. C'est pas bien compliqué. On a 3 parties. Donc, on place la queue d'Aronde dans la contreplaque. On place la plaque de fond. Et là, on a notre ensemble. Bon, il faut éviter de le lâcher. On prend le wagon. Et on va venir le placer dans les petites agrafes qu'on avait pliées au début. Donc là, je le prends avec la pince Bruxelles. Vous voyez, il y a des petites encoches. Ici, 4 petites encoches dans lesquelles les agrafes viennent glisser. Il y a une autre version où on a des pattes qui viennent passer dans les 2 fentes qui sont de part et d'autre. Bon, ici, c'est la version donc avec les 4 agrafes. Je place sur le wagon. Et je rabats mes pattes. En vérifiant que tout s'aligne correctement. Alors, il faut prendre son temps pour faire ça. Pour faire ça bien, que tout fonctionne bien. Hop, on resserre un petit peu de l'autre côté. Et voici, vous voyez, le timon est parfaitement libre. Bon, l'élongation n'est pas très importante sur ce type d'attelage. Je vais quand même vous montrer de cette manière. L'élongation n'est pas très importante, mais il n'y en a pas besoin de beaucoup non plus, du fait que ce soit un wagon relativement court. Ce serait plus embêtant sur un wagon plus long, mais dans ce cas-là, il y a un autre modèle, et mes kits sont fournis avec le modèle le plus adapté. Alors sur certains kits, à l'empattement très court, avec peu de porte-à-faux, c'est carrément une tête rigide, qui permet de gagner de la place, gagner un petit peu de temps au montage. C'est amplement suffisant. Le timon a un petit peu de souplesse. Cette souplesse est amplement suffisante pour fonctionner normalement. Bon, après, si vous voulez vraiment ne pas être embêté avec les attelages en termes de circulation, en termes d'agrément, de roulement, je vous conseille quand même d'utiliser des attelages de chez Caddy. C'est un système d'attelage certes de type américain, mais qui franchement sur des wagons est indéniablement à mes yeux le meilleur, qui permet d'avoir des pré-dételages, de faire de la manœuvre en toute simplicité. Les accostages sont doux.
L'attelage se fait sans forcer, contrairement à des attelages genre les profils Fleischmann qui nécessitent parfois de taper fort les wagons entre eux pour que ça s'attelle. Et ils sont aussi beaucoup moins fragiles que par exemple les attelages Rocco type Goldorak qui sont aussi assez sensibles, notamment lorsqu'on range les kits. Donc voilà, on est venu au bout du montage de ce petit wagon plat. Bon, il me reste le deuxième attelage à monter. J'ai perdu... Ah bah non, voilà, j'avais perdu le timon d'attelage. Je vais monter le deuxième attelage. Là, il faut que j'installe le ressort. Bon, là, comme vous voyez, il y a assez peu de longueur. Je vais installer un système de ressort par fil. Bon, là, ça va être un petit peu improvisé sur ce proto parce que j'avais pas bien anticipé la fixation. Le modèle de série sera équipé avec des attelages équipés d'œillets de part et d'autre avec un fil d'acier qui servira de ressort de rappel. Bon là j'ai improvisé un système un petit peu différent mais ça fera le job. Bon, on va reprendre la vidéo juste après, une fois que j'aurai monté les attelages, pour vous montrer la préparation du kit avant peinture, pardon. La soudure c'est terminé. Là, donc après la pose des attelages, on va faire un bon rinçage, un séchage, et puis ensuite on attaquera un polissage. Ceux qui sont équipés pourront sabler. Moi, je vais faire un polissage avec une brossette acier, avec une brossette inox même de ce type. On vient juste après les opérations de lavage pour attaquer ces finitions. A tout de suite. Donc le wagon a été lavé, j'ai adapté un petit système pour les rappels et élongations dont j'ai pas encore monté les ressorts, je les montrerai plus tard. Ce sont des ressorts en acier qui craignent l'oxydation et qui risquent de se coller avec la peinture, donc on verra plus tard. Donc là maintenant je vais passer à l'étape du polissage. Donc moi je fais ça avec une brossette inox. Si vous avez l'équipement, il y a une méthode un peu plus luxueuse qui consiste à sabler le modèle. Donc il faut pour cela bien entendu une sableuse. Ça demande un petit peu d'équipement, ça demande un compresseur d'air comprimé assez puissant avec une cuve conséquente. Bon, moi j'en ai pas, je fais ça avec la brossette depuis des années et ensuite je fais un traitement dépassivant désoxydant avec le produit Raicolor P505. Alors des oxydants, vous allez me dire le MyShore c'est pas très oxydé, oui c'est vrai, ça se calamine quand même un petit peu, à certains endroits on voit que c'est un petit peu noir, c'est lié à la chauffe tout simplement, et il y a des résidus, des saletés ici et là qui peuvent se décoller après peinture. Donc moi j'ai l'habitude vraiment, et je conseille vraiment de le faire, de désoxyder, dépassiver avec le décapant acide. Sauf si, bien entendu, si vous sablez ou là, vous faites l'opération de finition, de nettoyage et la dépassivation tout en un, on va dire, en une seule opération. Donc là, je vais polir, ça va faire un peu de bruit, surtout protéger les yeux, protéger vos vêtements aussi parce que les petites pailles d'inox ont tendance à se planter un petit peu partout quand elles se détachent. Donc c'est aussi quelque chose d'important quand on travaille, même en tant qu'amateur, c'est de se protéger, protéger ses yeux, on en a que deux, et il faut y faire attention. Donc j'ai montré quand même vite fait le geste, même si c'est très bruyant, un petit peu comme le meulage tout à l'heure. Faire attention aussi aux doigts, parce que ça va, quand on rabote les doigts, ça fait un petit peu mal. Donc pareil, on tourne à grande vitesse. On fait attention aussi aux petites pièces, comme les volants, on passe pas trop près, sinon on va les arracher. Alors, comme vous voyez, on enlève légèrement les surépaisseurs de métal pour logiquement réarriver à la tôle de MyShore. Faut pas y aller trop fort non plus parce qu'on peut enlever du MyShore. En y allant pas trop fort, il n'y a pas trop de danger, il n'y a pas trop de risque, mais bon, je préfère prévenir quand même. Voilà, on voit bien la zone qui a été traitée de la zone qui n'a pas encore été.
ça permet vraiment de mettre au propre le modèle, de voir les petits défauts qu'il peut y avoir. Là on voit qu'il y a encore ça doit être difficile à voir à l'image, mais on voit qu'il y a encore un tout petit défaut de soudure que je vais éliminer. Voilà, bon, j'ai terminé tout le wagon, et puis je vous montre le résultat une fois fait. Voilà, le montage, enfin le polissage du moins du wagon est terminé. J'ai monté provisoirement les bogies pour voir un petit peu l'allure que ça a une fois terminé. Je suis pas trop mécontent du résultat. Le wagon ressemble pas mal à son prototype, on va dire, au modèle réel. Là maintenant, le wagon va donc être dépassivé au P505, dont on a parlé tout à l'heure. Ce traitement, une fois fait, va vraiment changer l'aspect du wagon. Il va devenir un petit peu terne, un petit peu gris, parfois rose, selon l'âge du mélange nettoyant. Mais en tout cas, il va être, une fois sec, parfaitement préparé à la peinture. Donc ensuite, les étapes de peinture, je vais pas pouvoir les montrer dans la vidéo parce que je suis pas vraiment équipé pour pouvoir filmer autour de ma cabine de peinture. C'est pas évident de peindre et de filmer en même temps. Donc je vais quand même vous expliquer un petit peu les étapes. Donc une fois dépassivé, vous allez parfaitement sécher le wagon, au moins pendant 48 heures, de manière à ce qu'il n'y ait absolument plus d'eau présente à la surface ou dans des recoins, dans des interstices du modèle, parce que vous pouvez être sûr que s'il y a de l'eau, dès que vous allez pulvériser le premier jet de peinture, cette goutte d'eau va ressortir et va faire une cloque. Ça c'est imparable. Donc il faut vraiment vous assurer que tout soit parfaitement sec. Une fois sec, donc vous passez à la peinture proprement dite. Pour ça, il y a quelques petites règles à savoir. C'est qu'il faut tout d'abord avoir des produits et d'avoir tous ces composants, donc point de peinture, wagon, à la température de la pièce dans laquelle vous allez peindre. Donc précaution importante, stocker le tout 24 heures avant dans une pièce à température correcte, on va dire, donc pas en dessous de 18 degrés. Il vaut mieux une pièce chauffée, c'est préférable. N'allez pas faire ça sur le balcon en plein hiver ou à l'automne quand il fait humide. Vous êtes quasi sûr d'avoir des soucis de peinture dans ce cas-là, notamment si vous peignez à la bombe. Il faut savoir que lorsque vous peignez à la bombe ou à l'aérographe, le simple fait d'expulser la peinture, la pulvériser, entre la détente du gaz et l'évaporation du solvant, vous allez avoir une très forte baisse de la température de la peinture, et au point que ça peut descendre sous ce qu'on appelle le point de gelée. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des givrages. Alors les givrages sur des couleurs foncées, ça va vous faire des traces blanches. Sur les vernis, ça va être épouvantable parce que là vous allez avoir un vernis qui va ressembler presque à une peinture blanche par endroits avec des beaux auréoles, des belles auréoles, pardon. Donc vraiment chauffer à température ambiante, peinture, modèle, de manière à et pendant la séance de peinture, de manière à vraiment à garantir un parfait résultat. Alors moi je préconise de passer un primaire phosphatant sur vos kits en métal. C'est bien d'en passer aussi sur les kits résine. Ça permet de vraiment fixer la peinture très correctement. Ce sont des produits qui non seulement agissent par phosphatation du métal, donc vont créer une cohésion, mais contiennent également des résines encore plus efficaces que celles qu'il y a dans la peinture, de manière à vraiment assurer une liaison entre la surface du modèle et la peinture quasi indestructible. Donc après ce primaire peinture, moi j'utilise bien entendu la peinture à couleur. Vous pouvez utiliser d'autres marques, il y a Interfer, il y a Decapod, il y a qui propose des teintes SNCF. Vous pouvez aussi utiliser des peintures Emerald si vous le souhaitez, vous aurez plus de mal à trouver les couleurs voulues. Après peinture, vous allez avoir à poser des décalcomanies. Là pareil pour les décalcomanies, je ferai peut-être une vidéo là aussi pour vous expliquer comment bien faire. Il faut absolument poser les décalques sur une surface brillante. C'est capital si vous voulez pas avoir d'effet de silvering. Et une fois le décalque appliqué et sec, à nouveau un vernis brillant pour le fixer et le fondre en fait dans la peinture. Et un vernis de finition, en général mat pour des wagons, mais vous pouvez le faire en satiné dans le cas de locomotives ou de voitures voyageurs.
Voilà, bon, on arrive au terme de cette vidéo décrivant le montage du wagon. Il y aura aussi, j'ai oublié de le dire, un plancher bois découpé au laser qui viendra se coller au fond après peinture. On est donc au terme de cette vidéo. J'espère avoir été clair dans mes propos. Je suis désolé d'avoir parfois un petit peu bafouillé. J'espère que les images ont été bien cadrées, parce que je vous cache pas que c'est un peu une première pour moi. C'est pas évident de vérifier à la fois le cadrage, de vérifier les gestes. Donc soyez un petit peu indulgents sur la qualité de cette première vidéo. J'essaierai de faire mieux une prochaine fois si elle a lieu. Et puis j'espère vous avoir convaincu de peut-être essayer de vous lancer vous aussi dans le montage de kit. C'est pas très sorcier, ça permet d'avoir des modèles sympathiques, originaux, qui sortent un petit peu des sentiers battus, que tout le monde n'a pas, que vous n'allez pas voir dans toutes les expos. Et ça permet de reconstituer une image fidèle du chemin de fer, en tout cas telle que moi je la vois, avec des wagons variés, avec des locomotives de toutes sortes, vapeur notamment. C'est vraiment ce qui manque le plus aujourd'hui dans la production industrielle. Les wagons, il y a beaucoup de choses qui sont sorties, mais on reste beaucoup autour de l'OSEM. Du TP aussi, mais des wagons plus rares, comme ce wagon USA, mais bien d'autres, j'en ai fait énormément. Des wagons spéciaux, des wagons désherbeurs, des chasse-neige, aussi des wagons couverts régionaux, des tombereaux à coque, des citernes. J'ai fait énormément de wagons. Il y a aussi des voitures voyageurs, des modèles relativement originaux qui ne sortiront jamais en industriel, très, très peu de probabilité que ça sorte un jour. Donc le kit, c'est vraiment la possibilité de faire des modèles un petit peu différents, même si c'est vrai que souvent beaucoup vont me rétorquer que oui, il faut les monter, c'est un petit peu compliqué, il faut les peindre. Bon, la peinture, il n'y a plus trop d'excuses aujourd'hui, parce qu'on a à la fois des peintures applicables à l'aérographe, certes c'est compliqué de sortir l'aéro, de nettoyer aussi, etc. Mais on a aussi des peintures à la bombe aujourd'hui, en bombe pardon, qui permettent d'éviter d'avoir ce nettoyage fastidieux de l'aérographe. Et on a aussi des peintures en Tata SNCF applicables au pinceau qui sont disponibles depuis quelques temps maintenant. Bon, le travail sera toujours moins beau, mais donc néanmoins ça enlève cette excuse de dire ah non, je monte pas de kit parce qu'après il faut les peindre à l'aérographe. Et puis la soudure proprement dite, souvent on me dit il faut beaucoup d'outillage, comme je disais au tout début de cette vidéo, mais non, il faut pas tant d'outillage que ça. Vous voyez, moi j'ai finalement assez peu de choses, un fer à souder, quelques pinces, une mini perceuse et puis la fer est jouée. Il faut vraiment peu de choses pour se lancer dans le kit. Donc après, comme je disais, il n'y a vraiment pas d'excuse pour ne pas s'y lancer. Et après, vous verrez, c'est vraiment une satisfaction d'avoir des modèles originaux que tout le monde ne possède pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On arrive à son terme, et je vous remercie beaucoup des commentaires que vous allez pouvoir poster. N'hésitez pas à me poser des questions, j'essaierai d'y répondre, soit directement sur YouTube, soit sur le forum Loco-Revue, auquel je participe régulièrement dans la rubrique en direct. Je vous invite de venir la consulter régulièrement. Il y a mon actualité qui y figure, mais aussi celle de beaucoup de mes collègues. Et puis par mail, et puis à l'occasion d'expositions. Cette année, donc en 2024, je serai présent en principe à Rail Expo à Dreux en toute fin novembre tout dernier week-end de novembre et premier dimanche de décembre, où j'aurai de plaisir à vous rencontrer, à vous proposer mes produits comme j'ai l'habitude de le faire à chaque fois en expo. D'ici là, j'espère poster d'autres vidéos et puis je vous dis à bientôt.